Binge audio. Ah non, binge. Salut, c'est Vincent Manilève, on se retrouve pour le 15e épisode de NoTube. J'espère que vous allez bien, que vous profitez des terrasses et du soleil, car de notre côté, depuis notre petit studio sans fenêtre, on va s'intéresser à une part sombre de YouTube, les terribles pranks. Dans notre team de chroniqueurs cette semaine, je suis très heureux de retrouver Perrine Signoret du service Pixel au Monde. Tout va bien ? Ça va, merci. Et de l'autre côté, fidèle au poste et qui vient à peine de finir sa madeleine du lundi, David Honora, comment ça va aujourd'hui ? Ça va, par contre je suis un peu embêté parce que en fait j'ai des problèmes avec ma box depuis 2 semaines à peu près, du coup je peux plus aller sur YouTube et donc j'ai pas bien pu c'est un prank. Elle est bonne. On part direct sur de bonnes Et bases. c'est quand même meilleur que la plupart des pranks qu'on voit sur YouTube, donc je suis preneur de ce genre de contenu. Abonnez-vous à sa chaîne. De blagounettes, voilà, David Honora sur YouTube. Pouce bleu. Il fait des dégustations en solo. De manière- Avant de disserter sur la portée culturelle et sociologique des pranks d'Ibra TV, comme d'habitude, on va faire un petit point sur l'actualité. Il y a quelques années, vous vous en souvenez, les spécialistes annonçaient l'arrivée d'une nouvelle société en réseau. Eh bien, au vu des chiffres, on est encore loin du compte. Internet qui reste largement réservé aux catégories dites supérieures. Alors c'est un sujet particulier, voire dérisoire pour certains je pense, mais je trouve que la façon dont cette crise entre guillemets a été gérée est intéressante. Ce qui s'est passé, c'est que le 11 avril dernier, un internaute poste sur Twitter une sextape, une vidéo où l'on voit un homme et une femme en pleine action. L'internaute affirme alors qu'il s'agit de David Lafarge Pokémon, donc un youtubeur bien connu dans le YouTube jeu. Le tweet devient viral, les internautes pensent aussi reconnaître Chelsea, une autre vidéaste et amie de Lafarge. Et au moment où on vous parle, j'ai regardé, 12 jours après, la vidéo a dépassé les 600 000 vues sur Twitter. Alors, le jeune vidéaste, évidemment, ne pouvait pas ne pas répondre. Il a donc publié une vidéo avec une sacrée vignette putaclic, comme on dit, et intitulée « La vérité sur la sextape de David Lafarge Pokémon et Chelsea ». Elle dure évidemment plus de 10 minutes et elle est bourrée de publicité. Et voici ce qu'il dit à peu près au début. Bon écoutez mes amis, faut qu'on parle, c'est extrêmement important, je suis à Las Vegas et comme peut-être vous l'avez vu, il y a quelque chose qui est sorti sur internet, il y a une sextape qui est sortie sur internet de quelqu'un qui me ressemble énormément, c'est un truc de fou, mais moi ça me perturbe. Du coup ce que je vous propose mes amis, c'est que je vous montre un peu la villa à Las Vegas et qu'on parle de cette sextape parce que la vidéo qui a été dévoilée sur les réseaux sociaux a fait plus de 280 000 vues et il y a 5 000 retweets et j'ai besoin d'énormément de soutien. Je compte sur vous pour laisser un maximum de pouces bleus à cette vidéo. Alors voilà, visite de maison et on parle de sextape en même temps, voilà un petit nouveau concept pour Stéphane Plaza je pense. Chelsea aussi a évidemment fait une vidéo intitulée La sextape de David Lafarge et moi sur Twitter. Je vous explique, une vidéo où pendant 10 minutes elle fait croire que c'est une vraie vidéo avant de dire qu'elle trollait, qu'elle blaguait. Blague à part, non, en vrai, c'est pas moi sur la vidéo, c'est pas non plus David. J'avoue, il y a une étrange ressemblance, vraiment. Moi, je vous dis juste, alors attendez, c'est cette épaule. Voilà, moi j'ai un grain de beauté ici. Et si jamais c'était en inversé, j'ai un piercing que je ne peux pas enlever, enfin que je n'ai jamais enlevé en fait parce que c'est au cartilage et que ça fait trop mal. Donc voilà, déjà ça c'est pour la preuve que ce n'est pas moi. Et puis je vais pas chercher plus loin la vidéo, la suite, etc. si on voyait mieux les visages parce que c'est forcément quelqu'un qui a cuté pour pas qu'on voit beaucoup, etc. Ce n'est pas non plus David, même si le t-shirt rouge est très ressemblant à ce qu'il avait avant, pareil pour la barbe et les cheveux, mais au moment où il avait cette barbe là et ces cheveux là, désolé hein, David, mais t'étais quand même un peu plus joufflu. Donc voilà, alors évidemment on se fiche du contenu de la sextape, moi ce qui m'intéresse c'est votre avis sur leur façon de gérer cette pseudo-crise, parce que c'est deux youtubeurs qui sont habitués à faire des vidéos en permanence de réaction à tout, de pranks, avec des vignettes putaclic, etc. Toi Perrine, t'en as pensé quoi de cette gestion de polémique ? Un peu malaisante, Mhm. mais ouais, David Lafarge, comme tu dis, il est entre la visite de villa et parler de la sextape. En plus, la manière dont il organise sa vidéo est super chelou. Genre, il dit au début, ouais, j'en ai vachement souffert. Mais attendez, je vais vous montrer la salle de poker et la piscine et les cuisines. Et après, il revient sur la sextape, il dit, ouais, j'en ai vraiment, vraiment souffert, mais n'oubliez pas les pouces bleus. Et c'est un peu... je comprends qu'on puisse souffrir d'une sextape, même si elle est fausse et que c'est pas eux.
Mais c'est un peu gênant, enfin, je sais pas, ce lien. Enfin, après, je comprends, tu vois, autant capitaliser là-dessus. Oui, voilà. C'est sorti, bon, voilà. Oui, comme Mais c'est bizarre. C'est vrai qu'il a mis énormément de pubs dedans. Il savait que cette vidéo de réaction allait marcher. Toi, David, t'as suivi ça comment? Le niveau de gênance était intense aussi ou... Non, parce que, en fait, capitaliser, ouais, sans être méga complotiste, on peut même se demander si c'est pas eux à la base qui ont leaké ce truc ou, en fait, tout est hyper calculé et comme tu dis, il y a les vidéos qui sortent ensemble avec les titres et le sextape dans le titre avec une étoile à la place du E pour pas que la vidéo soit démonétisée. Je veux dire, les ficelles sont très grosses et en même temps, on va, je pense, pas mal en reparler dans notre sujet du jour sur le prank. À la fois Lafarge et Chelsea se rapprochent d'autres youtubeurs comme The Kairi, etc. qui en fait développent un univers qui de toute façon est toujours sur le faux et sur surexploiter la mise en scène, la blague, des trucs complètement bidons. Donc en fait pour moi il y a presque un truc surréaliste dans l'approche. En fait, s'ils faisaient pas ça que pour la thune, ils seraient à deux doigts d'être des néo-situationnistes, quoi. Enfin, il y a un truc de tellement en fait inverser jusqu'à l'infini le spectacle et le. Enfin, c'est réussir à construire autant de contenu sur du vide, c'est quand même assez impressionnant. Oui, puis il a fait une troisième vidéo, alors c'était David, donc un live en fait où c'est The Kerry 78, je suis désolée, j'ai jamais su comment on disait son nom. The Kerry, je crois. Voilà. TK, ça va plus vite. Pour les intimes. TK, voilà. Ouais. Et voilà, on ne sait pas trop pourquoi il vient en parler. Enfin, c'est un peu. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont à Las Vegas ensemble. Ils sont à Las Vegas avec mais... Woodbox ensemble. Et en fait, il y a eu un live avant où, en gros, on entend en arrière-plan, je crois, David Lafarge pranker The Kerry en lui disant ouais, sur la vidéo, c'est moi, etc. Et donc ensuite, ça s'est retourné contre David Lafarge. Les gens ont dit mais t'as dit dans la vidéo que c'était ça, et lui il a répondu mais non, je pranquais, etc. Donc en fait j'ai l'impression que c'est une espèce de... Ouais, mais tu vois, il aurait pu juste en faire un tweet et... Enfin, tu vois, là il ouvre sa vidéo dessus, il titre son live là-dessus, genre... Et ça dure 30 secondes, hein, The Kerry qui dit non, c'était un prank, ça dure 30 secondes et après il va filmer ses potes en slip dans les chambres à côté. Donc c'est vrai que c'est dingue. Mais enfin je sais pas, c'est ma dernière question sur ce sujet-là, mais est-ce que vous trouvez pas qu'ils sont un peu diaboliquement géniaux ceux-là, parce que ils font quelque chose de moralement, je pense, répréhensible avec tout ce contenu un peu putaclic. Et d'un autre côté, j'ai tenu jusqu'à 10 minutes avec Chesley. Voilà, les vidéos ont énormément marché et ils se servent de quelque chose qu'on a voulu utiliser contre eux pour le réutiliser à leur bénéfice. Donc c'est vrai que c'est plutôt c'est brillant dans un sens en fait. Ouais, et puis en fait ils ont quand même, je pense, un talent la plupart d'improvisation en fait, et une capacité à broder sur un peu n'importe quoi. C'est vrai que ça fait copie de dissertation en terminale de première, on ne sait pas quoi dire. Ils sont pour la plupart clairement dans des personnages. Il y a une vidéo de Chelsea qui joue sur internet avec TK. Et en fait, ils sont donc en discussion et elle retitre, elle a titré sa vidéo, donc c'est une vidéo qui vient d'un live, et elle l'a titré en disant « Je prank TK, machin ». Et en fait, pendant le live, elle commence à lui parler d'un vibromasseur, et lui, dans son personnage, fait comme s'il ne savait pas ce que c'était. Et elle commence à rire dessus. Et en fait, le truc est improvisé puisque c'est en live, mais en fait ils construisent une sorte de truc qui est complètement bidon, c'est-à-dire que je crois pas une seule seconde que lui ne sait pas ce que c'est, donc il fait semblant dans son personnage de pas savoir ce que c'est, et elle fait semblant de faire un prank avec un gars. Enfin, du coup c'est vraiment, voilà, c'est un microcosme de personnages qui se font des vannes entre eux et qui sont perçus peut-être à différents niveaux, je pense par les plus jeunes, peut-être pris au premier degré, ou par des gens qui... Enfin voilà, beaucoup de, on va en reparler avec les pranks, mais dans une époque où pas mal de gens peut-être ont du mal à démêler le vrai du faux, et du coup ça marche, mais on peut aussi regarder ça et même trouver peut-être ça divertissant en ayant conscience le côté nanar, de leur contenu quoi. Ouais, mais celle de Chelsea est bien faite. Enfin, pendant 9 minutes tu t'y crois vraiment, même si il y a une construction narrative. Ouais, voilà, c'est ça. Elle est vraiment pas mal dedans.
En tout cas, effectivement, c'est un sujet dont on va être amené à reparler dans quelques minutes. Mais avant, il y a quelque chose d'autre que je voulais aborder avec vous. Alors, il y a quelques jours, Carlito, donc Raphaël Carlier du duo McFly et Carlito, a donné une interview au podcast Nouvelle École, d'Antonin Archer, que je vous recommande de suivre et d'écouter. Donc, cette interview prend place alors que McFly et Carlito ont décidé de faire une pause pendant 1 mois, à la fois pour que McFly puisse s'occuper de son nouveau-né, et aussi pour que le duo recharge un peu les batteries après plus d'1 an de vidéos tous les dimanches, il me semble. Donc, voici un extrait de l'interview qui dure 1h30 et on en parle juste après. C'était important de se retrouver avec David, c'est quand même mon meilleur pote depuis longtemps. Et c'est juste faire des dabs, parodier des challenges, refaire des chansons pas bêtes mais simples, tu vois. Ça nous a fait trop du bien, tout simplement. Et donc oui, on s'en est occupé, mais... Tu dis se retrouver parce que vous étiez... Chez Golden, un peu moins, ouais. On était directeur artistique de la chaîne YouTube et tout, mais malgré tout, on se voyait moins, on se voyait pas tous les jours et tout, ce qui était pas plus mal, hein. On n'est pas obligé de se voir tout le temps, parfois il faut faire attention. Mais on se voyait moins et puis ça nous manquait de faire des gags simples et instinctifs, tu vois. C'est ça qui nous manquait. Vous êtes revenu, c'est l'état d'esprit que vous aviez quand vous avez commencé ? Ouais, c'est un peu ça. C'est l'état d'esprit qu'on avait au Fat Show ou à la radio, donc on est revenu un peu aux sources, ouais. Alors donc c'est vrai que je trouvais ça intéressant d'en parler parce que les interviews de vidéastes, de youtubeurs qui durent plus d'1 heure et qui sont assez longues et assez fouillées sont plutôt rares à mon sens. Donc simplement vous, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Est-ce qu'on apprend des choses, Perrine ? Est-ce que toi il y a eu des éléments qui t'ont interpellé ? Je trouvais ça intéressant toute la partie où il parlait de tous ces partenariats, de la manière dont il s'organisait avec ça aussi. Je sais pas, je trouve que c'était très naturel et très... comment dire il jouait pas le truc, il était très honnête, c'est ça que je veux dire. Oui, parce que... Il raconte notamment que voilà. des fois les marques sont pas très contentes parce qu'ils ont pas assez parlé d'elles dans la vidéo qui était en partenariat. Il raconte que des fois, ils se sont merdés, ils ont oublié de mentionner qu'il y avait un partenariat alors qu'il y en avait un et qu'ils le savaient très bien. Par contre, je suis pas sûr qu'il ait dit, mais je sais que c'est quelque chose qui se fait aussi, c'est que quand la marque n'est pas tout à fait contente, là en l'occurrence, c'est parce qu'ils avaient fait un partenariat avec World of Tanks, je crois, oui, c'est un ça, jeu vidéo, et ils s'en étaient un peu moqués gentiment dans la vidéo en disant en gros que personne ne connaissait ce jeu. Et donc il expliquait qu'ils n'étaient pas forcément contents de cette façon de présenter le jeu. Mais ce que Carlito dit pas, c'est que je crois que des fois il y a des compensations après derrière où en gros le vidéaste s'engage à en reparler, à faire un tweet ou voilà. Donc ça, je sais pas, il en parle pas, mais il en parle je pense que ça a pu arriver aussi. Mais c'est assez marrant parce qu'il expliquait justement qu'il y avait donc dans la même vidéo, ils avaient été, il y avait Puma qui leur avait donné des vêtements ou quelque chose comme ça. Et finalement, ils trouvaient qu'ils avaient plus parlé de Puma, ils avaient mieux vendu ça, que l'autre. Oui, les gens étaient persuadés que c'était pour Puma. C'est assez marrant. Moi j'étais bien à la ramasse sur Carlito parce qu'en fait j'ai découvert dans ce podcast que c'était le fils de Guy Carlier. Ah oui, et il en peut plus et du coup ça corrobore ce que je disais l'autre fois sur le fait que ça va être les futurs Michel Drucker et qui peuvent avoir une longévité. C'est une théorie que David a depuis quelques temps et il persévère. Il faut persévérer, David. Non mais je trouve ça assez intéressant. On retrouve, comme il se livre pas mal, on retrouve un aspect à mon avis de sa personnalité et de la personnalité du duo qui fait que ça marche bien, c'est que en fait ils sont hyper contents de faire ce qu'ils font en fait. T'as l'impression que sincèrement ils prennent du plaisir à le faire et en fait c'est une manière presque un peu marrante. Plusieurs fois dans le podcast, il dit c'est super ce qu'on est en train de faire. Il est content de tout en fait. Et je pense que ce truc, ce côté positif est hyper important sur YouTube parce qu'on a un rapport presque fusionnel avec le ou les YouTubeurs et dans le rendez-vous qu'ils ont créé le dimanche, je pense que beaucoup de leur audience vient chercher ça, c'est-à-dire retrouver un peu des potes qui vont faire des conneries et c'est beaucoup des conneries quoi. C'est des jeux à base jouer à Mario Kart et se retrouver à poil, tu vois, j'ai mixé plusieurs concepts. Donc je pense qu'il y a pas mal de trucs intéressants. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que justement sur les exemples dont on vient de parler, il le faisait pas de manière floue, c'est-à-dire qu'il donnait l'exemple en citant c'est telle vidéo, tel partenariat, etc. Et puis on voit aussi que
que le truc est bien pensé. Et il y a un dernier aspect qui est très important et qu'il faut suivre un peu dans le YouTube game français, c'est la place de Webedia et la manière dont j'allais y venir tout s'organise en fait autour de ça. Et en fait, il y a énormément de YouTubeurs très puissants français qui sont là-dedans, qui se font monter les uns les autres, qui font énormément de vidéos ensemble, qui se trouvent tous géniaux mutuellement. Et du coup, il y a une hégémonie de toute cette écurie-là contre laquelle ça va devenir de plus en plus difficile d'exister. Et effectivement, je rebondis tout de suite parce que donc Webedia via Mixicom et TalentWeb, donc ils sont un peu les networks de Webedia, donc ils regroupent effectivement les plus gros, Norman, Cyprien, Squeezie, McFly et Carlito. Ils ont leur bureau là-bas juste à côté du bureau du patron Thierry Boyer qui est cité dans l'interview. Et c'est très intéressant de voir effectivement que là on a un peu un petit aperçu du fonctionnement de cette boîte-là, où effectivement ils ont été débauchés par Thierry Boyer. Ils expliquent qu'ils ont été d'accord pour y aller, mais en l'échange d'un salaire fixe, ce qui est plutôt rare dans le milieu, voire je sais pas si c'est du déjà vu ou pas, mais ils voulaient un salaire fixe parce qu'ils ont une famille, ils ont des enfants, ils voulaient être sûrs que tous les mois ils dépendaient pas uniquement des vues sur YouTube et des partenariats. Donc effectivement c'est pour ça que cette interview je la recommande vivement, parce que c'est une bonne porte d'entrée, je pense, sur l'écosystème des youtubeurs actuellement. Alors maintenant, on va jouer, comme d'habitude, et le sujet évidemment en rapport avec notre thème principal. Donc je vais donc vous donner des noms de vidéos prank, et vous devrez me donner une estimation du nombre de vues qu'ont pu faire ces vidéos. Donc c'est un peu un juste prix sauce YouTube. Et la première vidéo s'appelle, et je vais le dire le plus distinctement possible, c'est une vidéo donc, de The Kerry et Kenny qui le prank en fait, et donc le titre c'est « Je mets du caca sur la main de The Kerry, il pète un plomb ». C'est pas du vrai caca, c'est ça l'idée du prank. Pour vous, combien de vues cette vidéo a pu faire ? On est sur du 2 millions de vues, je pense. Ah ouais ? 2 millions toi, tu dis ? Ah ouais, je vois moins. Je mets 750 000. 750 000, eh bien c'est Perrine qui gagne, parce que c'est 1 million de vues pour l'instant. La deuxième vidéo maintenant, c'est donc entre crochets prank. Ensuite, c'est « Je fais croire à ma mère que je suis mort, virgule, elle tombe. » Point d'exclamation. C'est une vidéo de Quest dont on va reparler juste après. Mais il me semblait que dans un jeu précédent, tu nous avais donné ce titre et que c'était une vidéo qui n'existait pas et maintenant elle existe. Non, c'était pas exactement ça. C'était « Je fais croire à ma mère que je me suicide » ou ce genre de choses. Il y a pas mal de variantes, malheureusement. Ouais, beaucoup trop. Ça a l'air... Moi, en plus, je connais pas trop le... Je sais pas, je dirais 500 000. 500 000 ? Et toi ? Putain, 800 000, allez, je mets plus. 800 000, c'est David qui est le plus proche. 627 825 vues à l'heure actuelle. La vidéo suivante s'appelle « Je mets l'iPhone 7 de ma copine dans l'eau et il ne marche plus. » Point d'exclamation, c'est pas fini. Entre parenthèses, epic prank, réaction en anglais. Voilà. Et c'est une vidéo de Revo, qui fait un peu partie de la team David Lafarge, qui était les mots-clés dans la villa à Las Vegas avec lui. Les mots-clés sont pas mal. Ouais. Franchement, c'est pas sympa de faire ça à sa copine, par contre. Je précise. Je dis 900 000. 900 000 je vais dire 1 763 242. C'est exactement. non, c'était 939 000. Donc Perrine. Je suis vraiment bonne. Hein. Perrine, elle est. Non, vraiment, t'as dû. T'as pas dans l'œil. Quatrième vidéo, donc prank, je fais croire à Momo que je m'ouvre la jambe avec un cutter pendant un unboxing. C'est une vidéo de GameX13, donc avec son petit frère Momo. Donc voilà, une petite estimation selon vous. Ça sent la loose, ça. Je sais pas. Je le sens bien. Moi, je dirais... Vas-y. Tu dis combien, David ? C'est vrai qu'il y a unboxing. Non, mais moi, je dirais 200 000 vues. 200 000 vues ? Moi, je mets 1,4 million. 1,4 million, et Perrine gagne encore avec... C'est 1 250 181 vues. Bah voilà, non mais oui. Dernière vidéo. Alors là, je le gardais pour la fin. Donc c'est Tarek en IRL, donc Tarek en vrai. Et le nom de la vidéo, c'est « Je fais boire de la pisse à un clown tueur », point d'exclamation, entre parenthèses, ça tourne mal. Wow, ça va trop loin.
Ouais, mais pareil, mais en fait, je connais pas ce vidéaste. Ah bah ça, ouais, moi mais non il plus, fait par partie, contre. il fait partie des gens qui comptent hein, dans ce milieu. Hein. Ah, donc Des c'est pontes nul. que on tu est, prends. on est hein. au-dessus du million. Peut-être pas. Bah, je dirais 1 400 000. 1 400 000. Ok, 1,8 million. 1 million On 8. donne tout. C'est David qui gagne, puisque c'était seulement 278 000. Et oui, il faut Ah. faire Oh non. attention quand même, ça paye pas toujours de Mais faire ça boire sent- du pipi. Vous êtes payé au nombre de clics. Moi je plaisante pas, il y a des robots qui cliquent des millions de fois. Comment vous faites pour distinguer un doigt et une machine? Ça, Il y c'est a un truc doigt, qui- par exemple. Yann Moix, on adore, comme d'habitude. Alors, pour évoquer ce sujet, je l'attendais vraiment d'en parler depuis longtemps. J'avais envie d'être original et de commencer en balançant une évidence. YouTube et les youtubeurs n'ont évidemment pas inventé les pranks, car avant que les Français ne reprennent cette expression anglophone, les pranks étaient des caméras cachées à la télé. On pouvait les voir avec Michael Youn ou même Surprise, puis ensuite avec Jackass, pour ceux qui avaient accès au câble ou aux premières vidéos sur Internet. Vous, est-ce que vous regardiez ce genre de vidéos? Vous n'avez pas tout à fait le même âge, je tiens à le préciser. Je vais commencer avec notre aîné. David, toi, est-ce que tu as des souvenirs comme ça de caméras cachées, de moments marquants à la télé ou même au début d'Internet? Ouais, bah parce que moi j'ai connu l'époque de surprise, les trucs comme ça dans les années 90. Enfin non, il y avait des. Bah, en fait, ce qui était marrant en tout cas dans mes souvenirs, c'est que souvent c'était des caméras cachées sur des. En fait, il y a deux types de caméras cachées. Les caméras cachées un peu genre juste pour rire. Où c'est des inconnus et des grosses opérations type surprise avec Thierry Lhermitte et tout ça et celle avec les célébrités était parfois pas mal et j'ai un souvenir et je sais plus si c'est Michel Boujna ou je sais pas qui. Ils lui font croire ça va aller Arthur, tu vas te rappeler Arthur. C'est génialement vintage. Ils lui font croire qu'en faisant un truc sur le Minitel, il éteint la Tour Eiffel. Et ce truc, c'était bien. C'est bon, génial. Magnifique, bien fait. magnifique. C'est de la vidéo de grande ampleur. Toi, Perrine, est-ce que tu as des souvenirs? Moi, c'est vachement plus vieux. Autant je me souviens avoir regardé beaucoup de bêtisiers où il devait y avoir quelques pranks à la télé, des trucs comme ça. Mais autrement, moi, c'était direct sur Internet, c'était Rémi Gaillard ou François Lambrouille. Parce que voilà, effectivement, sur Internet, en France en tout cas, les premiers vidéastes connus à prendre un peu de l'ampleur, c'était effectivement c'était Rémi Gaillard, enfin sur son site d'abord, puis Dailymotion, c'était vraiment le premier, quoi, le plus important. N'importe quoi, n'importe qui. Oui, voilà, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient... N'importe qui. je C'est crois. ça, ouais. Je suis pas sûr de... Si, c'est ça. Et François Damiens, il faisait ça, je pense, pour la télé, mais c'était aussi mis en ligne. Moi, j'ai regardé sur Internet, je crois qu'il y avait même des DVD. Il faisait ça sur la télé belge et puis Canal après. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite que effectivement les youtubeurs français ont continué à développer ça parce qu'effectivement ça a marché à la télé, ça allait marcher sur Internet, hein, les mécaniques se suivent, mais les inspirations étaient beaucoup plus marquées, je trouve, sur Internet. On voyait qu'il y avait des concepts à succès américains ou russes qui sont très régulièrement repris. C'est deux pays où ce genre de vidéo, c'est vraiment des institutions. Et je voulais juste vous faire écouter un extrait vidéo d'un prank de 2013 mis en ligne sur la chaîne du russo-américain Vitali, donc ZDTV. Donc voilà, son prénom c'est Vitali. Et il piège en gros une femme, soi-disant attirée par les belles voitures et les hommes riches. What's up? It's about to get dark. Why don't you want to ride? Come on. Don't be shy. We're going the same direction, right? Really nice of you to ask, but... Come on. We're going the same direction. Where are you going? Are you sure? I'm a nice guy. I won't do anything. All right. Okay. No, I won't rape. Don't worry. Okay. What's up? It's about to get dark and you're just like, oh. Thank you. No problem. Appreciate it. Wait, didn't my friend just try to actually pick you up? Wait, what? My friend, 15 minutes ago, he actually tried to pick you up and you didn't even want to listen to him. I mean, I don't think I want you here. Get out. Get out. You're causing traffic here. Get out!
Donc voilà, effectivement, c'était une vidéo où en gros, le but c'était de faire venir un homme avec une voiture moche, donc en supposant qu'il était pauvre, qu'il essaye de ramener une femme avec lui dans sa voiture pour l'emmener quelque part. Et ensuite, un deuxième, son complice, qui venait avec une belle voiture et là qui réussissait, soi-disant, à l'emmener avec lui. C'était voilà, pour montrer que les femmes, elles aiment l'argent, elles aiment les hommes riches. C'est difficile d'expliquer une blague de merde. Voilà, c'est difficile d'expliquer une blague de merde. On va y reparler tout de suite parce que je pense que c'est un des gros problèmes des pranks. Et pour l'anecdote, et après je vous laisse le micro, l'ami dont parle Vitaly, c'est Jérôme Jarre, donc voilà, qui jouait son complice et voilà, qui avait commencé avec des vidéos de ce type-là sur Internet. Voilà, oui, il y a... Voilà, sur Internet, il faut bien commencer quelque part. Simplement, vous, est-ce que vous connaissez des prankers étrangers? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres en France, mais est-ce que des fois vous tombez sur des vidéos étrangères? En fait, juste pour revenir là sur la vidéo dont on vient de parler, faut quand même souligner que c'est vraiment de la merde. Enfin, c'est vraiment la télé-poubelle de YouTube. C'est une caméra. Et que c'est malaisant, que c'est insultant, que c'est tout ce que tu veux. Enfin, que en plus c'est très certainement complètement bidon. C'est-à-dire que je pense que même la jeune femme qui est dans la vidéo et elle a été recrutée sur Craigslist et puis voilà. Il y a énormément de contenu comme ça sur YouTube, sur le YouTube américain et effectivement sur les tubes russes aussi, qui sont souvent dans ce genre-là, souvent très dégradants pour les femmes. Et il y a tout un courant des pranks, notamment la chaîne Prank Invasion, qui repose toujours sur les mêmes mécaniques, et notamment il y a un genre qui s'appellerait le kiss prank ou un truc comme ça, qui est en fait kissing prank, kissing prank, et le principe en fait c'est qu'un mec, souvent un peu dégueulasse d'ailleurs, qui sous un prétexte fallacieux en fait arrête des jeunes femmes castées dans la rue, parce que ça a été beaucoup débunké, on sait que dans la plupart du temps c'est des mannequins, des actrices recrutées par petite annonce. Et il fait des trucs du style si t'arrives pas à reconnaître la couleur de mes chaussettes, tu dois m'embrasser, machin. Et ils font des compilations de ça qui font des dizaines de millions de vues et qui, à mon avis, sont vraiment regardés par des très jeunes enfants. Et c'est un truc complètement bidon et qui comment dire, repose sur des concepts à la fois tellement simples et tellement pourris que ça incite en fait à refaire la même chose si t'es un gamin en fait, si t'es un gamin de 10 ans. Mais Vitaly globalement, sa chaîne, il y a beaucoup de contenu très sexiste et hyper dérangeant. Enfin, des fois on est à la limite du harcèlement, genre il est à un moment il est dans sa voiture, je sais plus c'est quoi le point en question, mais il hurle à une meuf depuis sa voiture, je peux te bouffer le cul, je te le laisse juste 2 secondes, des trucs comme ça. Là, on est quand même, on dépasse les limites, quoi. On va y revenir juste après. Simplement, parce que il y a voilà, je vais pas faire plus de commentaires. Simplement, en France, parce que voilà, donc il y a toutes ces vidéos, tout ce contenu disponible à l'étranger. Pour les Français, c'était très facile de refaire les mêmes choses avec un public français. Quels sont les stars actuellement des pranks en France, les gros noms entre guillemets? Il y en a un qui fait bien parler de lui, c'est Greg Guillotin. Voilà, alors Greg Guillotin, pour le coup, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est le moins crade, entre guillemets, en termes de contenu, même s'il peut avoir des contenus qui peuvent poser beaucoup de questions, et même s'il a bidonné pas mal de trucs. Qui est télé-friendly, c'est-à-dire que pour le coup, il n'est pas trop dans des concepts, on va découvrir des michetonneuses où on casse la gueule à des racketteurs ou des choses comme ça, qui sont plus le fonds de commerce d'Ibra TV et de pas mal d'autres chaînes dont on a pu parler. Après, en fait, il y a vraiment peu de diversité et d'originalité dans les pranks en France, parce que ça reproduit effectivement des concepts qu'on voit ailleurs. Des clowns tueurs, tu vois, on les a déjà vus. Toi Perrine, c'est qui est-ce que tu regardes certains Français? J'en suis pas beaucoup, mais il y avait Thibaut InShape avant, mais il a arrêté, heureusement, finalement, parce que c'était encore une fois un petit peu limite des fois. Et sinon, il y a Ibra TV et Gonzague, dont j'avais oublié le nom. Oui, Gonzague. Mais pour le coup, que je trouve plutôt drôle de temps en temps. Donc,
Mais Oui, c'est et pas le même Gonzague avait style, fait c'est un peu aussi différent. C'est pas des dans le choses qui glauque, sont quoi. pas des caméras, enfin pas vraiment des caméras cachées, mais C'est des, Ouais. un peu des des happenings. canulars ou des happenings Ouais. C'est ça, à plus ouais. grande échelle. Notamment, Mm. il avait piégé l'équipe du Petit Journal, je crois. Ouais. Il y a aussi, on De peut citer confession aussi intime. donc Revo dont on parlait, Birdie, Bat Flunch, qui est un personnage sacrément intéressant, on va dire, si on s'intéresse à ce milieu. Et effectivement, tu parlais d'Ibra TV, c'est un peu la grosse vedette, l'empereur des pouces bleus. Et justement, on va l'écouter présenter l'un de ses pranks. Salut et bienvenue sur Ibra TV. Je fais des vidéos où je disais avec Jam, tu veux un problème, vous avez kiffé. Tu fais une autre vidéo, tu veux une patate, vous avez kiffé parce que j'ai plein de pouces bleus. Et cette fois-ci, aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va dire, tu veux une tarte. Non, pas cette tarte-là. Cette tarte-là, une vraie tarte à manger. On voit quelles sont les réactions des gens. Et si vous kiffez, bien sûr, mettez 100 000 pouces bleus pour une autre partie. Si vous ne le mettez pas, ça veut dire que vous n'avez pas kiffé. On arrête là cette série de la vidéo. Bon, c'est parti. J'adore à chaque fois que j'envoie des extraits, guetter les réactions de notre réalisatrice, c'est un bon indicateur pour un petit peu ce genre de contenu. Alors moi, la question que j'ai tout de suite, c'est qui sont les victimes des pranks en général? Parce que les inconnus, je suppose que c'est plus difficile. Ou voilà, donc qui sont... voilà, dans les vidéos en général, c'est des proches, c'est qui? Notamment, je trouve ça c'est un peu plus marqué dans les vidéos américaines, mais il y a beaucoup les petits amis, les petites amies, les petits frères, petites sœurs, parents. Genre, je trouve que, enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est plus marqué oui, ma sur mère, les chaînes ma américaines. copine, Voilà, je me suis suicidée, ma mère arrive, enfin, des trucs comme ça, très sympa. Mais après, ouais, ça peut être des parfaits inconnus aussi, mais comme tu disais, des fois, ces inconnus sont pas vraiment des inconnus, c'est des gens qui ont été recrutés, des acteurs, des choses comme ça. Oui, effectivement, je me souviens d'une vidéo d'Ibra TV où la jeune femme, soi-disant michetonneuse, c'est des guillemets, qui avait été piégée, avait ensuite affirmé sur Internet qu'elle avait été payée pour. Oui, c'est ça. Et évidemment, la réaction des gens, c'était de dire, notamment sur certains forums, c'était de dire qu'elle assumait pas le fait d'avoir été piégée. Ouais. Donc bon, voilà, je Non, mais en fait, c'est pour des questions de production toutes simples, c'est beaucoup plus chiant de faire ça avec des vrais inconnus, de devoir tourner toute la journée avec peut-être au bout t'as rien d'utilisable, alors que tu prends quelqu'un, tu lui files 20 euros et... C'est comme quand t'es journaliste et que tu dois faire un micro-trottoir, enfin, c'est compliqué. Oula, non, la je dis pas qu'on paye. Les Mais tu vois, tu mets super longtemps à trouver des gens qui acceptent de répondre, qui vont répondre... d'être pris en photo. Enfin, tu vois, ouais, qui ou vont de répondre devant une caméra, qui vont être assez à l'aise pour que tu puisses diffuser une image. Enfin, ça met du temps, c'est pas rien que pour un prank. Et après, il y a un aspect qui est que, en fait, la notion de prank et même le mot, et le fait que en France, on utilise maintenant ce mot plutôt que de dire caméra cachée ou quoi, pour YouTube en tout cas, ça indique aussi le fait que c'est complètement dévoyé et que maintenant tout. Enfin, le prank est à toutes les sauces. Et du coup, on parlait de la galaxie The Kairi tout à l'heure. Et toutes ces vidéos brodent autour de pseudo-happenings, mais qui sont... et de pseudo-pranks, mais qui sont complètement joués, en fait. C'est des personnages... c'est quasiment les déchiens, quoi. Enfin, il y a un truc... Il y a une question, je réagis tout de suite, parce qu'on parlait rapidement du public, des gens, de leur capacité à prendre au premier degré ou pas. Ouais. Qui regarde ce genre de vidéo? Parce que moi, pour le coup, je me rappelle juste d'avoir observé la file d'attente d'une dédicace d'Ibra TV, et c'était uniquement des adolescents. Quand on voit des vidéos où il est avec des fans, etc., c'est également que des adolescents. Vous pensez vraiment qu'ils sont pas conscients potentiellement du fait que c'est fake, que c'est bidonné, etc. Il y a des... Enfin, c'est Cyprien, parce que Cyprien nous le disait, il avait une conversation avec un ado, il en parlait dans l'émission, il disait que oui, mais Ibra TV, c'est bidonné et tout, et l'adolescent dit ah bon, etc. Donc je sais pas, c'est assez étrange. Moi, je pense qu'il y a tout. C'est tellement gros des fois, quoi. Non, enfin, je pense qu'il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Déjà, après, Ibra TV, c'est un peu particulier parce qu'il fait pas que des pranks, enfin, il fait plein de types de vidéos et beaucoup de... En fait, surtout ce qu'il représente, c'est un univers, un style, enfin, et une jeunesse, enfin une partie de la France qui se reconnaît plus dans les vidéos d'Ibra TV que dans celles de Cyprien, par exemple. Enfin, c'est ça aussi, c'est plus un univers que le format de ces vidéos, je pense. Ouais, je pense qu'ils sont... Je sais pas s'ils sont conscients du fait que ce soit faux ou pas. Je pense qu'ils sont conscients du fait que ce soit des blagues, enfin un truc pour te divertir. Ouais, ça. Après, par exemple, si tu... Voilà, c'est ça. Mais si tu leur disais, tu vois, la fille, par exemple, c'est une actrice,
tu le disais toi-même tout à l'heure, ils la croient pas, ils disent ouais c'est parce qu'elle s'est fait piéger, elle assume pas. Mais dans tous les cas, c'est pas général, c'est comme les, et c'est extrêmement difficile à analyser. C'est comme les commentaires sur les articles du Gorafi en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui font semblant dans les commentaires de faire croire qu'ils y croient, donc il y a tout un truc qui est alimenté le comme ça. permanent. Bah oui, et du coup, et par ailleurs, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est aussi dans une ère un peu post-vérité où en fait tout se rejoint là-dedans, et en fait l'algorithme YouTube pousse en fait à faire du contenu qui ne repose pas du tout sur des situations réelles, mais qui va reposer sur ce que les gens ont envie de voir. Donc en fait, le plus simple, c'est de détecter ce que les gens ont envie de voir, de le façonner, de faire le titre, la vignette, etc. Et du coup, le contenu derrière a finalement un peu d'importance. Alors, je voulais continuer, on a parlé des problèmes vis-à-vis de la vision de la femme dans ces vidéos-là, effectivement, et tu le disais Perrine, mais c'est souvent effectivement les femmes qui sont victimes de pranks, les petites amies. Je connais assez peu de pranks les mères, les sœurs, des inconnus UES également. Il y a aussi un autre aspect que je trouvais important, et je vais vous faire écouter un extrait tout de suite, c'est l'homophobie qu'il peut y avoir dans certains pranks. Donc voilà, c'est une vidéo de Kwez, Kweiz. Il a 16 ans et il a fait croire à sa mère qu'il est homosexuel. Et en gros, dans la vidéo, via Skype, il discute à trois, donc avec son ami qui est complice et sa mère à qui il fait croire que voilà, il a quelque chose à lui annoncer. On va entendre le moment où sa mère réagit quand on lui annonce que c'est un prank. Barlo, tu te rends compte? C'est pas bien ça, hein. Barlo, tu te rends compte tous les pranks que je lui ai fait? En vrai, t'es naïf, hein. Truc de ouf, hein. Tout ce que tu peux lui dire, au bout de quelques minutes, elle y croit. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu m'as dit avant? Quoi? Tu m'as dit je t'ai fait des pranks, maintenant je sais pas si tu vas me croire. Mais justement, ça c'est pour te faire croire que c'est un prank. Ah bah tu vois, je te croirai plus, c'est fini. Bon, excuse-moi, je t'ai parlé mal. Ah non, mais y a pas de souci. Hein, mais bon, je me suis abstenu parce que j'aurais pu te dire des gros mots. Hein. Ta mère, elle aurait réagi exactement pareil, je pense. Ouais, mais moi je me suis abstenu, je te le dis. Bon bref, alors c'est bon, là t'as cru? Vraiment, non mais c'est vrai, sérieux? Mais non, c'est bon. Non, t'es folle toi. Est-ce que tu me vois faire ça? Non, c'est pas un prank, c'est vraiment vrai. Allez, arrête. Non, je vous crois plus. Ni l'un ni l'autre. Bref, voilà, donc c'est un prank. Et puis t'es sur YouTube. Hein? Voilà, donc notons que Kwez, j'ai adoré faire cette coupe à ce moment-là. Notons que Kwez a mis en avant sous la vidéo un commentaire d'un internaute qui dit, et je cite, « Sa mère n'est pas homophobe, mais elle ne veut juste pas que son fils soit gay, c'est tout, et je peux le comprendre. » Voilà, donc là-dedans, avec ce genre de contenu, on a parlé effectivement de la vision que ça pouvait véhiculer, du public qu'il pouvait y avoir. David t'en parlait légèrement, mais la responsabilité de YouTube par rapport à ça, parce que YouTube a déjà connu des polémiques vis-à-vis de vidéos mises en ligne par la communauté LGBT, mais ce genre de vidéos qui cumulent vraiment des centaines de milliers de vues, et pour d'autres aussi, tu penses pas que voilà, YouTube a une responsabilité par rapport à ça, parce que ça véhicule quand même, ça banalise l'idée d'un rejet clair et net, et on rigole, ah non, tout va bien, tu n'es pas homosexuel, donc tout va bien. C'est très perturbant, je trouve aussi, sur ce plan-là. Déjà sur le concept, TF1 a diffusé toute une émission, la suite de mon incroyable fiancé, c'était exactement sur ce concept. Ils avaient pris énormément de pincettes pour effectivement que ça soit pas, un minimum homophobe, mais bon, on peut aussi se poser des questions. Ce même truc, pareil, il l'a pas du tout inventé. Il y en a eu énormément. Et aussi, encore une fois, The Kerry avait fait ça, a publié 5 ou 6 vidéos il y a un peu plus d'un an avec Kenny, où à chaque fois il faisait des trucs et c'était un running gag avec sa sœur qui l'a pourchassé avec une tatane pour lui taper dessus. Sur la responsabilité de YouTube à ce niveau-là, il faut comme toujours, on a déjà parlé du peu de travail qui était fait par YouTube sur les commentaires. C'est complètement ingérable d'aller discuter cette vidéo-là. Après, c'est plus comment tu la reçois.
l'homophobie, dans l'homophobie ambiante en France ou même dans certains médias, ça me paraît pas bien pire que le reste. Alors Perrine, moi je veux juste te faire réagir pour peut-être terminer sur quelque chose de plus positif vis-à-vis des pranks. Est-ce que toi, t'en parlais rapidement, mais est-ce qu'il y a des prankeurs, des gens qui font des caméras cachées que tu trouves drôles, que tu recommanderais pour mettre en valeur certains vidéastes qui arrivent à faire du contenu? Il y en a une que j'aime bien, mais c'est entre le prank et le... Enfin, ça dépend des vidéos, en fait. C'est Marie Saint-Filtre. Je sais pas si vous connaissez, mais elle avait fait notamment, j'avais adoré ça, je l'ai découverte au moment de Balance ton porc, en fait, où elle avait fait une vidéo où elle allait voir des mecs dans la rue, dans le RER, je sais plus si c'était un RER, enfin bref, on s'en fiche. Et elle leur parlait un petit peu comme on harponne de temps en temps des filles dans la rue, etc. Et pour le coup, je trouvais ça très drôle. Et elle a fait beaucoup de vidéos où, je sais pas, il y a vraiment un fond derrière. Et j'en ai pas vu, en tout cas, qui me gênait au niveau du contenu. Je n'ai pas tout regardé, mais moi, je dirais... je trouvais ça assez intelligent. Les vidéos de Damien, c'est toi ça me fait penser d'ailleurs à un concept, mais alors, j'y repense maintenant et j'ai oublié le nom, mais vous avez sûrement vu ces vidéos où il mélangeait justement, à mon sens, le concept de la caméra cachée et du micro-trottoir. En fait, en créant des conflits dans le métro. Par exemple, c'est Cam Clash, ouais. Je suis très perturbé par ça. Et je trouve ça, moi, je recommande pas, mais en fait, c'est très... ils arrivent toujours à trouver un truc qui permet en fait, de voir la réaction des gens. Et voilà. Et sinon, moi, j'ai cherché... J'ai cherché sur Google, essayé de trouver des bonnes pranks. Et en fait, j'ai trouvé un post Reddit où quelqu'un disait qu'il avait trouvé une super chaîne qui faisait un boulot incroyable sur les pranks, avec des idées vraiment originales et tout. Et donc, j'ai cliqué sur le lien et c'était Never Gonna Give You Up, c'était un Rickroll. Voilà. C'est la chute parfaite pour cette émission. On va finir simplement avec les recommandations d'usage. Alors, c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Peut-être que ça va le devenir. Peut-être que vous devriez faire ça. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là, ouais, là, je crois qu'on est au top. La France a peur. Alors Perrine, qu'est-ce que tu nous recommandes comme chaîne cette semaine? Tu dis ça avec un air si sérieux. Moi, c'est la chaîne de 911 Avocats, qui est une avocate, en l'occurrence, qui parle de... tout ce qui est droit de la vidéo, en fait, c'est hyper intéressant. Enfin, voilà, je fais des petites vidéos sur des tas de sujets. Ouais, effectivement, je confirme, c'est très très bien fait et c'est très qualitatif. Très pédago et quali. David, est-ce que tu as pu trouver une chaîne cette semaine? Moi, je disais il y a 2 semaines qu'il fallait que je puisse, déterrer sous les vidéos Fortnite pour pouvoir faire des nouvelles recommandations et percer le fond de l'algo. Malheureusement, je suis devenu encore plus accro qu'il y a 2 semaines, donc je n'ai que ça. Et donc, je vais recommander une chaîne d'un joueur Fortnite. Aussi, ce qui est intéressant, et ce que je voulais dire sur le jeu, c'est que il implique tellement de monde qu'il y a plein de contenus, y compris des youtubeurs pas jeux vidéo, qui se mettent à faire des trucs et qui trouvent des concepts là-dessus. Et là, c'est une série d'un youtubeur qui s'appelle Zonkia, qui est plus un youtubeur jeux vidéo quand même à la base. Et il fait une série qui s'appelle Les pires joueurs de Fortnite. En fait, le concept est assez simple. Il essaye de trouver, en survolant la zone, le joueur le plus nul possible. Il se fait tuer par lui. Et en fait, je m'identifie énormément dans ce truc. Parce qu'en fait, ensuite, il suit, du coup, en mode spectateur, le mec qui l'a tué un peu difficilement. Et il commente le truc de manière plutôt marrante. Et ça m'apporte du réconfort. J'adore ce concept. C'est assez vrai. Pour ma part, effectivement, moi aussi, comme j'ai un peu la tête là-dedans, je vais simplement saluer le travail de Wystug, qui est un jeune gamer que je suis depuis quelques temps et qui connaît une vraie progression depuis peu grâce à Fortnite notamment. Il comprend très bien les mécaniques d'un jeu. Il a une vraie pédagogie sur comment progresser dans un jeu. Il parle de Battlefield 1, de PUBG évidemment, de Fortnite. Voilà, donc j'aime beaucoup ces tutos et honnêtement ça m'a aidé à atteindre le top 50 à l'aise, quoi. Merci à nos chroniqueurs Perrine et David, à Binge Audio et à Charlène pour la réalisation. Merci à vous qui nous écoutez à chaque épisode. N'hésitez pas à partager cette émission, à la liker sur SoundCloud ou Apple Podcast et à nous envoyer des messages si vous avez des remarques, des questions. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut. Au revoir. Binge Audio.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. En attendant le prochain épisode de NoTube, je te propose d'écouter Les couilles sur la table, mon podcast consacré aux hommes et aux masculinités. Dans le cinéma, dans la littérature, on présente toujours l'homme noir comme celui qui va venir satisfaire la gendarme blanche. On a tellement peur que les hommes prennent le pouvoir sur le corps des femmes qu'on leur dit c'est pas votre problème et que du coup toute la responsabilité de la contraception et d'une grossesse non prévue repose sur les épaules de la femme. On est stigmatisé quand on a un trop gros sexe, on est stigmatisé quand on en a un trop petit. En fait, ça les rend dingues, ça les rend fous. Les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur 2 sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast.